Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Dimanche, c'est le premier tour des élections législatives et mon invité du jour est Cyril Isaac-Siby. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat MoDem dans la 12e circonscription du Rhône. Alors on sent dans la majorité présidentielle un peu de fébrilité à quelques jours du premier tour des législatives. Peut-être la faute au président qui a assez peu fait campagne dans cet entre-deux tours. Est-ce que vous craignez le résultat du premier tour et peut-être de voir la NUPES vous passer devant ? Non, je pense qu'on fait une campagne sérieuse. Moi, j'ai toujours fait ça comme ça. J'ai fait une campagne sérieuse, une campagne honnête. Ce qu'il faut savoir, ni remords ni regrets. Et je pense qu'en allant... Moi, j'aime bien le principe de la campagne électorale. On va au-devant des électeurs, on va au-devant de nos concitoyens, on échange avec eux. Et je trouve que, bon, en tout cas, moi, le ressenti que j'ai sur le terrain, il est plutôt positif. Alors, on a appris que la Cour des comptes rendrait son rapport après les élections législatives. Ça veut dire qu'on fait campagne sans se préoccuper des finances publiques, on fait des grandes promesses, et puis on annoncera les mauvaises nouvelles après les votes des électeurs ? Non, je crois. Là, cette campagne législative, nos concitoyens ont le choix entre trois projets. Le projet porté par le président de la République, et qui a été tout à fait expliqué durant la campagne électorale. Un projet qui est porté par maintenant l'union des gauches et des écologistes, et qui est un autre projet, et puis après un troisième projet, qui est celui du Front National. Donc ces projets, ils sont connus. Vous avez éliminé la droite de l'équation, dans une circonscription qui est plutôt basée à droite, d'ailleurs. Non, mais je dis, la droite n'a pas de projet national. En tout cas, la droite n'a que le projet de Valérie Pécresse, qui n'a malheureusement recueilli que 4% aux élections présidentielles. Donc je pense que par rapport à ça, il y a trois projets de société, celui du président, celui effectivement porté par Jean-Luc Mélenchon et celui porté par Marine Le Pen. Et les projets, vous me parlez des chiffres, le projet du président de la République, il est chiffré. Et on sait, avec les différentes mesures, que c'est un projet qui est économiquement fiable. Contrairement à celui de Jean-Luc Mélenchon, où on sait que les déficits seraient supérieurs à plus de 100 milliards d'euros. On a compris qu'avant les élections, il fallait surtout éviter une nouvelle crise type gilet jaune. Donc il y a une grande lutte qui a été menée sur le pouvoir d'achat pour limiter la hausse des prix à la pompe, les prix de l'énergie. Mais c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui ont été dépensés sans forcément cibler les gens qui en avaient le plus besoin. Est-ce que c'est vraiment responsable ? Non, mais ça, c'est un choix. C'est un choix. On arrive. Comme vous le savez, il y a une crise. Vous ne pourrez pas le faire pendant tout le mandat, ça coûte beaucoup trop cher. Il y a une crise internationale qui fait que l'inflation revient. On a vécu sans inflation depuis 30 ans. Donc la question, c'est est-ce que notre société est capable de supporter une inflation très forte ? On voit les pays européens avec des inflations supérieures à 7%. Eh ben, le gouvernement, le président de la République, a fait le choix de dire on veut limiter l'inflation. On sait que l'inflation, c'est essentiellement une inflation liée au prix de l'énergie. Eh bien, quelque part, on a diminué le prix de l'énergie pour faire en sorte de maîtriser l'inflation. L'inflation, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation, effectivement, quelque part, ça joue, c'est le premier facteur qui joue sur le pouvoir d'achat. Et donc, ces mesures contre l'inflation, la France est le pays dont l'inflation est le plus faible en Europe, eh ben, c'est le pays où le pouvoir d'achat est le mieux conservé. Donc il vaut mieux de l'endettement plutôt que d'augmenter un peu le tarif à la pompe. Par rapport à ça, il y a d'autres mesures qui sont prises en parallèle. Comme je vous dis, effectivement, le projet du président. D'autres mesures, l'endettement de la France n'a pas particulièrement baissé sous Emmanuel Macron, même depuis le Covid. Non, depuis le Covid, non. Mais je vous rappelle que durant les 2 premières années, et ça, je crois que c'est très fier, on a équilibré les comptes. On est passé en dessous des 3%. Avant, on était sous surveillance européenne. Durant les 2 premières années, on a baissé sous les 3% du PIB au niveau des déficits. On a réduit le déficit et on a réduit le budget de l'État. Et on a même, moi je suis effectivement un responsable du PLFSS, on a même fait en sorte que les comptes de la sécurité sociale soient équilibrés et soient même excédentaires. Ça, c'était les 2 premières années. On a eu l'épisode Covid, où effectivement il fallait sauver l'économie de la France, donc effectivement on a dépensé, quoi qu'il en coûte. Maintenant, effectivement, que l'épisode Covid est parti, on va de nouveau rééquilibrer les comptes, en sachant qu'il va falloir juguler l'inflation qui arrive. Ça, vous le ferez après les législatives. C'est le principe pour, et c'est le rôle des députés. Le rôle des députés, c'est de voter les lois. Et le gouvernement actuellement travaille sur des projets de loi. Par contre, ça sera à nous, si les Français nous font confiance, de voter ces lois dès le 1er juillet. Et croyez-moi, on est tous prêts à travailler cet été de manière intense.
Alors la grande annonce du président de la République dans cet entre-deux tours, c'est la création d'un Conseil national de la refondation pour mener les grandes réformes, un peu à la place de l'Assemblée nationale, si on a bien compris. Est-ce que c'est pas un peu votre échec, les députés de la majorité? Vous avez été tellement béni oui finalement pendant 5 ans avec le gouvernement que le gouvernement a du mal à trouver une légitimité. Les Français s'y retrouvent pas et a du mal à trouver une légitimité à l'Assemblée. Je trouve que c'est très bien parce que notre démocratie évolue. Avant, effectivement, les citoyens votaient tous les 5 ans en donnant un peu un chèque en blanc. Et effectivement, pendant 5 ans, il y avait un président de la République et il y avait des députés qui légiféraient. Maintenant, et c'est très bien, je trouve, que les Français veulent être plus impliqués dans les décisions. Et ils ne veulent pas revenir donner. Quand on vote, en fait, on donne sa souveraineté. On délègue sa souveraineté pendant 5 ans. Et ben, les Français, et je trouve ça très bien, disent on veut être associés. Donc la question, c'est comment les associer. On a essayé plusieurs choses, souvenez-vous, effectivement, par rapport au grand débat, où on a expliqué, c'était une période qu'on a eue, effectivement, après les Gilets jaunes. Après, il y a eu l'épisode du climat, où on a fait une convention citoyenne sur le climat, où on a associé les citoyens, dans le sens où, quelque part, c'est bien que les citoyens éclairent. Ils ont été très déçus du résultat, d'ailleurs. Non, ils n'ont pas été déçus. Si, c'est ce qu'ils ont exprimé publiquement, ils ont été déçus que leurs mesures n'aient pas été prises. Certains. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils réfléchissent, ils émettent des propositions. Nous, on a repris 95% de leurs propositions. Ils voulaient qu'on aille jusqu'au bout. Et ça, c'est le rôle du législateur, de faire la loi. Donc, c'est intéressant. Dans ce conseil, alors ce CNR, pour reprendre effectivement les termes, c'est que ce CNR a pour but de mieux associer les citoyens qui donnent leur avis. Par contre, c'est pas eux qui font la loi. C'est pas eux qui vont représenter, qui vont remplacer l'Assemblée nationale. Mais par contre, ils peuvent éclairer, nous donner, mieux associer durant 5 ans, éclairer et donner leur avis sur des décisions qui sont prises par l'Assemblée nationale. Alors, le sujet local dans la 12e circonscription, c'est la pollution au perfluoré, annoncé, révélé par nos confrères d'Envoyé spécial. Vos adversaires se sont emparés du sujet. Le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Moreauge, LR, a déposé plainte. Le candidat écologiste Jean-François Baudin souhaite, lui, une commission d'enquête parlementaire. Vous êtes resté en retrait sur ce sujet, on ne vous a pas entendu. Ah, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que Vert de Rage, ces journalistes sont venus me voir il y a 6 mois pour dire, écoutez, qu'est-ce que vous pensez? On va faire une enquête. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, allez-y, moi je vous accompagne, c'est intéressant de savoir. Il faut savoir que je suis médecin. Durant 5 ans, j'ai travaillé sur les sujets de santé, sur les sujets de santé environnementale, sur les sujets de prévention. D'ailleurs, je suis très fier, dans le sens où, comme vous avez pu le voir, pour moi c'est très symbolique. Le ministère de la Santé s'appelle maintenant ministère de la Santé et de la Prévention. Donc pour moi, c'est très important. La santé environnementale est très importante. Qu'est-ce qui fait votre santé à vous comme à moi? C'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est les aliments qu'on mange, c'est l'activité physique qu'on a, c'est les bons comportements en santé. Et donc, bien évidemment, il faudra travailler. Pierre-Bénite, effectivement, il y a le problème de ces 2 usines qui rejettent des perfluorés. Il y a un trou dans le sens où, effectivement, il n'y avait pas de normes par rapport à ces perfluorés. Bien évidemment, sitôt réélu, je ferai en sorte que des normes soient appliquées avec l'Europe. L'Europe travaille déjà sur le sujet. Ce qu'il faut, c'est que la France et l'Europe et la France travaillent en commun pour faire des normes par rapport à ces perfluorés, pour effectivement éviter le rejet, que ce soit dans l'air ou dans l'eau. Et vous pouvez compter sur moi pour travailler dès le 1er juillet. Alors, autre sujet, le maire de Charly, Olivier Rougeau, vous reproche de ne pas l'avoir consulté sur un projet de voie poids lourd qui passerait sur sa commune. On se souvient que la métropole de Lyon l'avait taxé un peu de mauvaise foi sur le sujet des cimetières, où il dénonçait pareil le fait de ne pas avoir été consulté. Finalement, vous êtes solidaire de Bruno Bernard face au maire de Charly? Je pense que là, on est en période électorale. Durant la période électorale, effectivement, les esprits s'échauffent. Que le maire de Charly tient un propos électoraliste, parce qu'il est lui-même LR, qui soutient un candidat LR. Vous savez, moi, dans la campagne, j'ai comme concurrent l'écologiste qui fait une campagne de terrain. Et grosso modo, je le vois régulièrement, on échange. J'ai un candidat, effectivement, LR, qui fait une campagne, moi, ce que j'appelle poste et télégraphe. Poste, parce qu'il envoie des courriers. Télégraphe, parce qu'il relaie la vie des maires. Je pense qu'il se trompe de campagne. Quelque part, être député, c'est représenter ses concitoyens. Être député, ce n'est pas être désigné par les maires. Donc je pense qu'on n'est pas dans une campagne sénatoriale, on est sur une campagne de terrain. Moi, je fais une campagne de terrain. Que les républicains aient des propos polémiques, créent artificiellement des polémiques, c'est pas mon sujet.
Un sujet que vous avez avancé dans la campagne, c'est la relance du métro E sur l'ouest lyonnais, en disant qu'il faudra faire appel à un financement du gouvernement. Ça y est, Emmanuel Macron vous a donné accès à la baguette magique, de l'argent magique, justement. Alors oui, je trouve ce qui est intéressant, durant ces 5 ans, c'est qu'on était 12 députés, majorité présidentielle, qui ont travaillé sur la métropole. On avait chacun nos compétences. Tantôt c'était économique, tantôt c'était le travail, tantôt c'était la santé. Moi, j'étais plutôt la santé. Puis, on s'est aussi beaucoup mobilisé sur les mobilités. Souvenez-vous, effectivement, c'est la prérogative des députés, c'est de saisir la CNDP, le Conseil national du débat public. C'est grâce au travail qu'a fait la CNDP par rapport aux consultations qu'on a pu avoir, par exemple, l'arrêt du téléphérique. C'est suite à l'avis, le rapport de la CNDP, que la métropole a dit on abandonne le téléphérique. On a pu aussi avoir une consultation concernant le corridor A8, les tramways T9, T8, T9. Sur le métro, c'est la même chose. On va revenir sur le sujet. La métropole, donc quelque part, a abandonné le métro, a abandonné le téléphérique, et on peut tous s'en féliciter. Maintenant, ils proposent un tram-train. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est sur l'Ouest qu'on a un mode de transport structurant. Est-ce que vous avez déjà regardé la carte du Citral ? La carte du Citral, c'est très simple. La légende, on la met à l'ouest. Parce qu'à l'ouest, il n'y a aucun transport structurant. Il nous faut un transport structurant. Je pense que c'est le métro. Ce n'est pas la baguette magique. Le métropole a annoncé qu'il ne pourrait pas financer un métro, donc plutôt éventuellement d'un tram. Au niveau national, on a voté une ligne budgétaire de 200 millions pour tous les métros au niveau national. Mais un métro, on est plutôt sur 2 milliards. Non, mais ça suffit. Donc, il ne financerait pas grand-chose. L'intérêt du métro, c'est là où je pense que la majorité actuellement se trompe. Lorsqu'on veut faire un projet structurant, il y a une majorité, un mandat qui le décide, un mandat qui le réalise et un mandat qui l'inaugure. Bruno Bernard va bientôt inaugurer le prolongement du métro à Saint-Genis-Laval, où là, Saint-Genis-Laval, c'est une décision qui a été prise il y a 10 ans. Donc, ce qu'il faut, c'est la durée. Donc, le principe, il y a 6 ans, la mandature avait décidé du métro E. Normalement, Bruno Bernard aurait dû poursuivre les études et commencer la réalisation sous ce mandat. Il a préféré suspendre. Je suis persuadé que le métro E, on peut le relancer parce que pour moi, il faut absolument avoir un moyen structurant de déplacement. Il faut changer nos habitudes. Il faut sans doute moins se déplacer en voiture, il faut plus de vélos, mais il faut aussi du transport en commun, et il faut que les habitants de l'Ouest et du Grand Ouest, et je parle effectivement de toutes les communes des Monts du Lyonnais, puissent se déplacer, et pour ça, il faut un métro. Et dernière question, vous suivez l'actualité de l'OL? Vous avez vu la une de l'équipe ce matin? Oui, j'ai suivi. Le passage de l'Olympique Lyonnais sous pavillon américain, avec un actionnaire qui a été décrié à Liverpool quand il y est passé. C'est une bonne, une mauvaise nouvelle? Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'OL ne pourra pas se délocaliser. Donc on gardera l'OL à Lyon. Cyril Zakshibi, je vous remercie. Je vous rappelle le premier tour des élections législatives ce dimanche. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Au revoir.